Walden ou La vie dans les bois de Henry David Thoreau. Chapitre Économie, 10e épisode. Finalement, au début du mois de mai, avec l'aide de quelques-unes de mes connaissances, plus par plaisir de tirer profit d'une si belle occasion pour conserver bon voisinage que par nécessité, je finis d'assembler la structure de ma maison. Nul homme ne fut jamais plus honoré que moi par la qualité de ces charpentiers. Ils sont destinés, j'en suis sûre, à participer un jour à la construction de bâtisses plus majestueuses. Je commençai à occuper ma maison le 4 juillet, sitôt que les murs et les toits furent posés, car les planches étant soigneusement taillées en biseau puis assemblées en clin, elle était parfaitement hermétique à la pluie. Mais avant d'emménager, je posai les fondations d'une cheminée à l'une des extrémités, fondations pour lesquelles je remontai à main nue depuis la rive du lac l'équivalent de 2 grosses brouettées de pierre. Je construisis la cheminée à l'automne, après avoir fini le sarclage, avant qu'il ne devienne nécessaire de faire du feu pour maintenir une bonne température à l'intérieur. En attendant, je cuisinais ma nourriture dehors sur un feu de camp tôt le matin, ce qui est une façon de faire que je persiste à trouver à certains égards plus commode et plus plaisante que la façon habituelle. S'il se mettait à pleuvoir avant que mon pain fût cuit, je protégeais le feu à l'aide de quelques planches, puis m'asseyais à leur abri et passais quelques heures agréables à regarder mon pain cuire. En ces jours-là, mes mains étaient très occupées et je lisais fort peu. Mais le moindre bout de papier trouvé par terre, mon portefeuille, ma serviette, me procurait autant de plaisir, jouait en fait le même rôle qu'aurait pu jouer l'Iliade. Qui sait si, comme partout chantent les oiseaux engagés dans ce genre de travaux, les humains aussi ne verraient pas leur faculté poétique universellement développée s'ils bâtissaient leur logis de leurs propres mains, et se procuraient leur nourriture par eux-mêmes et leurs familles, avec ce qu'il convient de simplicité et d'honnêteté. Mais hélas, nous agissons comme les oiseaux vachers et les coucous qui pondent leurs œufs dans des nids que d'autres oiseaux ont construits, et n'égaient l'âme d'aucun promeneur avec leur caquetage et piaillements cacophoniques. Devrons-nous à jamais abandonner la joie de la construction aux charpentiers ? Que pèse l'architecture dans le vécu de la masse des individus ? Au cours de toutes mes déambulations, je n'ai jamais rencontré quelqu'un occupé à une tâche aussi simple et naturelle que la construction de sa propre maison. Nous appartenons à la communauté. Le tailleur n'est pas seul à ne compter que pour 1/9 d'humain. Il en va de même du pasteur, du marchand et du fermier. Jusqu'où pousserons-nous cette division du travail ? Et quel but sert-elle en dernière analyse ? À ce compte-là, il ne fait aucun doute que quelqu'un d'autre pourrait penser à ma place, mais il n'en est pas pour autant désirable qu'il le fasse au point que je cesse moi-même de penser pour moi-même. Avant l'hiver, je construisis une cheminée et couvris les murs de ma maison, qui étaient déjà étanches à la pluie, à l'aide de bardeaux grossiers et pleins de sève tirés du premier dégrossissage des troncs et que je dus aplanir au rabot. Je possède ainsi une maison hermétiquement couverte de bardeaux et soigneusement plâtrée de 10 pieds de large par 15 de long, au mur haut de 8 pieds avec un grenier et un placard, une grande fenêtre de chaque côté, 2 trappes, une porte d'entrée à un bout et une cheminée à l'autre. Le coût exact de ma maison, en comptant le prix usuel des matériaux que j'ai utilisés, mais sans compter la main-d'œuvre que j'ai entièrement assurée moi-même, fut le suivant. Je livre tous ces détails parce que très peu de personnes sont capables de dire exactement combien leur maison leur a coûté, et encore moins de personnes, si tant est qu'il en existe même une seule, sont en mesure de dire à combien leur sont revenus individuellement les divers matériaux qui ont servi à la construire. Planches, récupérées pour la plupart sur la cabane, chute de dégrossissage des troncs pour les bardeaux des façades et du toit, lattes, 2 fenêtres d'occasion avec leurs vitres, 1000 vieilles briques, 2 barils de chaux, payés au prix fort, crins, j'en ai eu trop, plaques de fonte et crémaillère pour la cheminée, clous, gonds et vis, serrures, craies, transport, j'en ai moi-même assuré une grande partie à dos d'homme, total 28,12 $. Ce tableau inclut tous les matériaux que j'ai utilisés, à l'exception des troncs d'arbres dont j'ai tiré les poutres de soutènement, des pierres et du sable que je trouvais sur place et déclarés miens de par mes privilèges en tant qu'occupant de ces lieux. Je possède également un petit abri en bois adossé à ma maison, construit pour l'essentiel avec les restes de mes matériaux de construction.
Je découvris ainsi qu'un étudiant en quête d'un logement peut s'en procurer un pour toute sa vie pour un coût inférieur à ce qu'il verse actuellement chaque année en loyer. À l'université de Cambridge, dans le Massachusetts, le simple loyer pour une chambre d'étudiant à peine plus grande que ma maison est de 30 $ par an, bien que cette institution eût dû tirer profit de ce qu'elle en construisit 32 côte à côte, sous un seul et même toit, et que leurs occupants souffrissent des diverses gênes qu'un tel voisinage est susceptible d'occasionner en termes de bruit et de promiscuité, ainsi que du désagrément pour certains de se trouver logés au 4e étage. Je ne puis m'empêcher de penser que si nous disposions dans ces domaines d'une sagesse authentique supérieure, non seulement aurions-nous besoin de moins d'éducation, car en vérité nous en aurions déjà acquis davantage, mais encore verrait-on disparaître une part considérable du coût pécuniaire des études. Les équipements dont un étudiant a besoin, à Cambridge ou ailleurs, lui coûtent à lui ou à quelqu'un d'autre 10 fois le sacrifice de vie qu'il devrait coûter si ses affaires étaient convenablement gérées de part et d'autre. Les choses pour lesquelles l'on exige les plus fortes sommes d'argent ne sont jamais celles dont les étudiants ont le plus grand besoin. Le prix des cours qu'on leur dispense, par exemple, constitue un poste important dans leur facture trimestrielle, alors qu'on ne leur facture rien pour l'éducation bien plus valable qu'ils reçoivent simplement en côtoyant les plus cultivés de leurs contemporains. La méthode commune de fondation d'une université consiste à réunir des fonds sonnants et trébuchants, puis, suivant aveuglément les principes de la division du travail jusqu'à l'extrême, principe que l'on ne devrait jamais suivre sans la plus grande circonspection, à engager un entrepreneur qui fera de cette entreprise un sujet de spéculation et embauchera des Irlandais ou autres ouvriers pour en bâtir concrètement les fondations, tandis que les futurs étudiants sont réputés se préparer à y entrer en une succession d'erreurs pour lesquelles plusieurs générations devront ensuite payer. Je crois que les choses seraient bien plus bénéfiques pour les étudiants ou quiconque souhaite tirer profit de l'université s'ils travaillaient à en poser les fondations eux-mêmes. Les étudiants qui s'approprient leur temps libre et leurs loisirs si convoités en se défaussant systématiquement de tout labeur vital à l'être humain n'obtiennent qu'une forme de loisir aussi oiseuse qu'ignoble et s'escroquent eux-mêmes de l'expérience qui seule peut rendre le loisir profitable. Mais, me dira-t-on, vous ne voulez tout de même pas que les étudiants aillent travailler avec leurs mains plutôt qu'avec leur tête? Non, ce n'est pas tout à fait ce que je veux dire, même si l'on risque de trouver que ce que je veux dire en est vraiment très proche. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ne devraient pas jouer à la vie, ou simplement l'étudier, cependant que la communauté les entretient dans leur jeu onéreux, mais qu'ils devraient au contraire vivre leur vie du début à la fin. Comment des jeunes gens pourraient-ils mieux apprendre à vivre qu'en se frottant sans attendre à l'expérience de vivre? Il me semble que cela pourrait faire travailler leur méninge tout autant que les mathématiques. Si par exemple je désirais qu'une jeune personne acquiert quelque savoir dans les arts et les sciences, je n'opterais pas pour la procédure usuelle, qui consiste simplement à l'envoyer vivre au voisinage d'un professeur quelconque, où elle apprendra et pratiquera tout sauf l'art de la vie, où elle observera le monde à travers un télescope ou un microscope, mais jamais à travers ses propres yeux, où elle étudiera la chimie mais n'apprendra jamais comment son pain est fait, ou bien la mécanique sans apprendre comment ce pain on le gagne, où on lui enseignera comment découvrir de nouveaux satellites dans l'orbite de Neptune, mais pas comment détecter les pailles qu'elle a dans l'œil, ni de quel vagabond elle est elle-même le satellite, où on lui apprendra à se laisser dévorer par les monstres qui grouillent autour d'elle, tout en contemplant les monstres que contient une seule goutte de vinaigre. Qui aurait le plus progressé au bout d'un mois? La personne qui aurait fabriqué son propre canif à partir d'un minerai qu'elle aurait elle-même extrait et fondu, en ne lisant rien de plus que ce qu'il lui faudrait lire pour atteindre ce but? Ou bien celle qui aurait passé le même temps à suivre les conférences sur la métallurgie données à l'Institut après que son parent lui eût offert un canif estampillé Rogers? Laquelle de ces deux personnes risquerait le plus de se couper les doigts? À mon grand étonnement, on m'informa ainsi à la fin de mes années d'université que j'avais étudié la navigation. Pourtant, j'aurais été mieux formé en ce domaine si j'avais fait ne fût-ce qu'un tout petit tour en bateau dans le port. Même les étudiants pauvres n'étudient et ne se font enseigner que l'économie politique, alors que l'autre économie, l'économie de la vie, celle qui est synonyme de philosophie, n'est jamais sérieusement enseignée dans nos universités. En conséquence de quoi, nos pauvres étudiants lisent Adam Smith, Ricardo et Say, cependant même qu'ils poussent leurs parents à s'étouffer sous un monceau croissant de dettes. À demain
pour la suite de Walden ou La vie dans les bois.